Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, à la place, et je reçois Nutty. Luxymore, number one, you heard me? Boss. Nutty, comment ça va? Ça va tranquille et toi? Ça va très bien. Je suis vraiment très content de te recevoir. Il y a des artistes qu'on a écoutés plus que d'autres et tu en fais partie pour moi, limite en parallèle de ma découverte de ces cultures-là et tout ça. Donc, je suis très content de discuter avec toi. Merci. Et avant qu'on parle de ton nouvel album Tribulation, je voulais qu'on revienne un peu sur ton parcours, à commencer par ta fiche Wikipédia qui indique que tu es né en Guadeloupe. Donc, Je suis pas né en Guadeloupe, d'accord, ok. je suis né ici à Paris, Mhm, mais je suis parti en Guadeloupe à l'âge de 18 mois et j'y d'accord, suis resté jusqu'à l'âge de 5-6 ans. ok. Donc la petite enfance en Guadeloupe, mais né à Mhm, Paris quand même. d'accord. Et du coup, c'est quoi ton lien géographique, culturel déjà avec la Guadeloupe? C'est un lien familial, Mhm, filial, un lien affectif aussi. Bon, c'est là que j'ai fait ma petite enfance, donc j'ai mes premiers souvenirs, mes premières sensations. La Guadeloupe, c'est beaucoup de choses pour moi, beaucoup de ok. choses. Ouais. Après, tu as eu l'occasion d'y aller souvent ou tu es vraiment resté beaucoup à Paris Non, j'y quand... suis allé souvent quand même. Mhm. Pas assez souvent à mon goût, mais j'y suis allé quand même. Ok. Est-ce que musicalement, tu as eu du coup tes premières influences là, ou c'est vraiment quand tu étais peut-être plus grand, après 10 ans, déjà sur Paris, et ben, de fil en aiguille, comment tu es arrivé à aimer le reggae? C'est passé par la Guadeloupe à un moment aussi parce que je me souviens de vacances en Guadeloupe où il y avait un tube qui tournait qui s'appelait OK Fred. Ok. C'était il y a très longtemps, ça devait être en 79 ou un truc comme ça. Et j'avais beaucoup aimé ce morceau et il avait vraiment rythmé mes vacances. Mhm, Donc ça a commencé aussi plus ou moins comme ça, même si j'avais commencé à écouter les disques de ma mère chez moi, donc à Paris. mhm. Du Bob Marley, mais aussi du Jimi Hendrix, c'est aussi du Beatles, c'est Ok. aussi du Malavoie, enfin plein de choses, de la musique classique aussi. Donc je découvrais plus ou moins la musique du côté de chez mes parents. Mhm. Et c'est vrai que j'étais accroché là, ici ou là, par des petites choses reggae qui m'interpellaient. Et j'avais une proximité avec cette musique Ok. sans pouvoir l'expliquer. Ok. Et à quel moment tu as commencé à vouloir en faire, tu vois, en faire partie de ce mouvement-là et à devenir actif, créer vraiment? C'est venu assez tard par rapport au moment où j'ai commencé vraiment à m'investir Mhm, pour cette musique, c'est-à-dire acheter des disques régulièrement mhm, et entamer une collection, quoi, une vraie collection de disques de reggae. Donc, moi, j'ai commencé dans les années 80, c'était plutôt le ska, le rocksteady, mhm. bien que le ska, le rocksteady, c'est des musiques des années 60. Moi, j'étais voilà, j'étais un peu plus je suis arrivé bien après. Donc j'ai commencé quand même par ces musiques-là pour arriver ensuite jusqu'au dancehall. Donc j'ai fait tout le chemin, ska, rocksteady, roots, Mhm. tout ça. Donc, mais l'envie d'en faire vraiment, c'est venu assez tard, vers 19-20 ans. Ah oui, ok. Ouais. Mais Mais voilà, comme je te dis, je collectionnais les disques déjà depuis l'âge de 15 ans. est-ce que tu as pris des cours de chant? Parce que tous ceux qui t'ont déjà vu en live, en fait, ils disent Nutty, ça sort comme sur le CD, etc. Donc tu as une voix grave, mais toujours juste et tout. Est-ce que du coup, tu avais déjà commencé ou c'est vraiment, tu as appris seul en J'ai appris commençant? seul, ouais. J'ai Ok, appris seul et j'ai pris quelques cours de chant pour partir en tournée, en fait. ok, Donc les cours de chant, finalement, je les ai pris sur le tard, en fait. ok. J'avais déjà fait beaucoup de sound system, beaucoup de concerts avant de commencer à prendre les cours de chant. Mhm. C'était nécessaire parce que les tournées, il y a beaucoup de dates d'affilée, la voix fatigue, etc., etc. Qu'on a Donc, géré son souffle, etc. exactement. Ça m'a appris beaucoup de choses, hein. Ça m'a Ok. appris beaucoup de choses. Et tu as mentionné les sound systems, donc ceux qui connaissent un peu ta carrière, ben, tu es quelqu'un qui a pratiqué, et c'est dans les années 90, on en parle beaucoup, aussi bien pour reggae dancehall que pour le rap français. Mhm, Apparemment, c'était des musiques un peu sœurs, cousines. mhm. Comment ça se passait? C'était quoi de pratiquer à ce moment-là? Comment ça se passait un peu cette culture sound system pour les plus jeunes qui nous regardent? Donc, La culture sound system ou ouais, le rapport voilà. avec le hip-hop? La culture sound La system. culture sound system déjà. Bah, comment ça a commencé? Je peux dire comment ça a commencé pour nous. Mhm, Nous, on avait une émission de radio de laquelle on s'est fait virer malproprement. mhm,
Et donc, on était orphelin de diffusion de notre musique. Donc, on a décidé de commencer à faire des sound systems. C'est-à-dire façon ragamuffin. Parce que ragamuffin, c'est pas une musique, c'est une attitude. C'est être débrouillard, tout simplement. Ragamuffin, c'est l'équivalent de débrouillard. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué une salle, on a été chercher des boissons chez les frères Tang dans le 13e, on a été chercher 4 potes balèzes pour faire la sécu, et on a commencé comme ça, quoi. Ok. Et à ce moment-là, on est dans une pratique où vous allez chanter en live en son système, Voilà. mais il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de Il y a pas projet de d'enregistrement. sortir de CD. Non. Non, c'est vraiment le live, et c'est vraiment... on fait tout pour ces soirées-là, quoi. On n'a pas de plan de carrière, de devenir des chanteurs. Le truc, c'est vraiment prendre le micro en son de système et essayer d'envoyer du lourd comme en Jamaïque. Nous, on était des grands fans de ce qui se passait en Jamaïque, donc on essayait de faire pareil, en fait. Et comment ça vous arrivait du coup? Parce qu'aujourd'hui, c'est facile, il y a YouTube. Si tu es fan d'un truc en Australie, tu trouves des vidéos et tout. Mais comment vous arriviez à vous imprégner, à savoir un peu comment ça se passait en Jamaïque, et au point que ça vous influence pour refaire, pour reproduire? Bah, la différence avec maintenant, c'est que on était vraiment des vrais passionnés, capables de prendre un billet d'avion pour aller voir un concert. Tu vois, que ça soit à New York, en Jamaïque ou en Angleterre. C'était vraiment nos points pas de ralliement, mais voilà, nos points de référence. Donc on était vraiment des passionnés. Donc on pouvait faire plein de choses pour aller voir un concert, pour Avoir un CD. avoir un CD, une mixtape. Un mixtape, ouais. C'était une mixtape ou un CD pirate. Tu vois. C'était carrément des soirées sound system enregistrées en Jamaïque. Donc on pouvait bien voir comment ça se passait, comment les gens, à quel moment on prenait le micro, à quel moment on passait des dubplates, à quel moment on passait que de la musique. Enfin voilà, on a vu comment ça s'organisait et on a pu faire pareil ici en France. Ok. Et du coup, comment cette culture très, très live, très freestyle s'est transformée en une carrière, quelque chose de professionnel où tu as pu produire des CD? Alors, en regardant ton interview chez Driver, que je salue, j'ai découvert que je pensais que Retour aux sources c'était ton premier album. Et tu avais déjà enregistré un album en Jamaïque, si j'ai bien compris. Donc, comment ça s'est passé? Comment tu as eu les moyens d'aller, les moyens et les contacts d'aller enregistrer en Jamaïque? Et comment tu as professionnalisé, on va dire, ta carrière? Ça s'est fait petit à petit. Même à cette époque-là, je peux pas dire que j'avais un esprit très professionnel. Moi, au départ, j'étais pas spécialement emballé par le fait de faire une compile parce que il s'agissait de ça dans un premier temps, de faire une compile. Bon, c'était pas Ouais. nous, c'était vraiment les soirées sound system, notre truc. Donc, les sound system marchaient tellement que les maisons de disques, certains pontes des maisons de disques venaient dans les sound system et étaient très étonnés que ça nous intéresse pas de faire un disque, quoi. Donc moi, mon truc, ils étaient venus me voir plusieurs fois et j'avais trouvé le truc. Je me suis dit, tiens, en leur disant que je bouge pas mon cul si je vais pas en Jamaïque, peut-être qu'ils vont me foutre la paix. Eh ben non, ça n'a pas marché. Je me suis retrouvé en Jamaïque. Ils ont accepté, ok. Ils ont accepté d'enregistrer donc mon premier album en Jamaïque. C'était mon exigence première. Je pensais que ça passerait pas, moi, jeune artiste, inconnu, n'ayant jamais rien fait. Et ils y ont trouvé aucun inconvénient, donc je me suis retrouvé en Jamaïque en train d'enregistrer mon premier album. J'étais pas forcément super prêt, mais voilà, j'ai fait le taf quand même. Ouais, du coup, alors, je sais pas, comment dire ça? Je compare par rapport à ce que je connais d'aujourd'hui, où on regarde les résultats de ton premier album avant d'investir sur un second, etc. Comment ça s'est passé, toi, à Alors ton à niveau? l'époque, on faisait du développement. Les maisons de disques pouvaient se permettre de faire du développement. Donc mon premier album, c'était pas non plus un carton, mais il faut savoir que c'était une époque où c'était une musique qui était totalement inconnue. Le rap commençait tout juste à se faire connaître. Alors le dancehall, c'était pas la peine. C'était un truc que connaissaient les rappeurs. Tu vois. Mais au-delà de ça, personne connaissait cette musique. Donc à l'époque, on l'appelait même pas dancehall, on l'appelait rubadub encore. Et excuse-moi ta question. En gros, c'était comment tu as continué en fait, comment l'album a été accueilli, le premier, Paris, Oui, Kingston, voilà, Paris. il a été accueilli par les fans de cette musique
super bien. Mhm. Sinon, les autres connaissaient pas, quoi. Ok. J'étais étonné, qu'est-ce que c'est comme musique? Ils me demandaient, qu'est-ce que c'est comme musique, là. Donc, c'était vraiment un peu un no man's land à ce niveau-là. Donc, Comme c'était du développement. comme c'était du développement et qu'il y avait quand même un certain public, branchouille, entre guillemets, Mhm. et connaisseurs qui avaient suivi quand même le truc, ils se sont dit, tiens, on va lui faire un deuxième album. Ok. Entre-temps, j'ai fait quand même un petit projet qui s'appelait Volume 1, où il y avait la compétition, des trucs qui ont D'accord. bien marché aux Antilles. Ok. Et ensuite est venue l'époque de Retour aux sources. Ok. Donc mon deuxième album, mon deuxième vrai album. Et Retour aux sources, c'est là où moi je t'ai connu. Je pense avec Natural Mystic, dont je me rappelle du clip et tout, avec la grosse Mm. boule et tout ça. Ben, vas-y, je te laisse continuer. Comment tu as préparé cet album-là et quel a été l'accueil? Alors ça s'est passé un peu différemment. C'est un album que j'ai enregistré aussi en Jamaïque, D'accord. Ok. avec un gars qui s'appelait Frenchy, et j'avais un manager qui s'appelait Sébastien Farran à l'époque. Et donc on est allé enregistrer cet album. J'étais un peu plus mature, j'étais un peu plus concentré sur mes textes. J'avais pas, comme sur le premier album, des textes qui parlaient que de sound system et de Mhm. dancehall J'étais un peu plus ouvert à cette époque-là. Donc ça a fait un album forcément un peu plus ouvert et qui a marché, on va dire, à peu près 7 ou 8 fois mieux. Alors on n'était pas encore disque d'or, mais on avait fait le Printemps de Bourges, l'accueil était Ok. très bon, on a fait plein de dates, plein de gros festivals. Voilà, il y avait Et une diffusion ça a commencé télé. voilà, il y avait des diffusions télé sur Natural Mystic, et ensuite sur un morceau qui s'appelait L'Agitateur, qui était en fait un remix d'un morceau de l'album. Donc j'ai commencé à avoir une plus grande visibilité vraiment sur cet album. Pour moi, c'était un tournant. Voilà. Ok. Mais on disait toujours, ouais, Nutty c'est sympa, mais il fera jamais de tube. Mais alors moi, c'est de ma perception, donc j'étais plus jeune, toutes les Ouais. notions de succès et tout ça, on n'y était pas. Mais quand je te disais que j'avais beaucoup écouté et ça avait accompagné, ben, c'était un peu le début de la passion pour ces musiques-là pour moi. Et même de discussions avec mon père qui me dit, mais Natural Mystic, c'est Bob Marley, votre génération n'a rien inventé, tout ça, tu vois. Donc ça a même amené d'autres Mhm. connaissances donc c'est pour ça que je suis encore une fois, je suis très content de te recevoir. Ok, cool. Et du coup, ça nous amène à ton album suivant, du coup, qui est là, tube classique, on peut dire. Et comment tu l'as préparé? Est-ce que, du coup, c'est toute ton expérience qui t'a permis d'avoir ces succès-là? Comment tu te sentais? Je me sentais comme un homme qu'on n'arrêtait pas de défier sur le Mhm. fait que je ne sache pas faire de tube. Ok. Au bout d'un moment, je te cacherai pas que ça commençait à me travailler. Au début, j'en avais rien à faire, hein. Mhm. Franchement, c'était un truc, moi, faire des tubes, bon. Ouais, c'était la culture Moi, sound vraiment, system de kicker et voilà, d'envoyer. déjà de pouvoir faire du reggae et d'en vivre, pour moi, c'était déjà une bénédiction. Faire des tubes, c'était un peu trop stratosphérique. Pour moi, c'était un peu trop. Et petit à petit, à force que les gens me répètent ça, je me suis dit, tiens, ça sonne comme un peu comme un défi, quoi. Mhm. Donc, donc j'ai décidé d'essayer, pas de faire des tubes, mais de faire un morceau que tout le monde pourrait écouter, parce que j'étais quand même sur des morceaux très avec une veine sound system, une veine reggae. Donc là, je me suis dit, tiens, je vais essayer de sortir de ça, de faire des morceaux qui puissent toucher tout le monde, mais d'une manière originale. C'est-à-dire que j'avais pas envie de suivre la tendance ou de prendre une formule existante. Parce que bon, une maison de disques, en général, quand elle veut que tu fasses un truc qui marche, elle te dirige vers la tendance, Mhm. vers des formules déjà existantes qui ont déjà marché. Donc, c'est plus facile. Donc moi, je voulais pas aller vers ça. Je voulais vraiment faire un truc original, un truc qui me ressemble et qui a pas été fait déjà en France. Voilà. D'où Elle te rend dingue. Ok. Et je m'en rappelle plus précisément dans l'ordre des sorties. Et donc, Mhm. c'était le single. C'est Alors on a commencé par Elle danse, qui était en fait le lien, la liaison entre parce qu'il y avait eu Taxi 2 avant, la compil One Shot. voilà. Bon, ben, Et Elle danse était en même temps dans la compile et en même temps dans mon d'accord. album. Donc, la Donc compil c'était était le lien. avant ton album. La compile était avant mon Ok. album, ouais. C'était pas une compile, c'était un album Commun, à plusieurs. un groupe Voilà. créé Tout le monde pour. était sur tous Voilà. les morceaux. Voilà, Voilà. c'est ça. Et donc ça avait déjà pas mal marché.
Et donc le lien entre mon album et donc cette compile, c'était Elle danse. Et ensuite, on a enchaîné directement sur Elle te rend dingue, qui était un OK. morceau qui faisait pas l'unanimité au début parce que les gens, enfin, surtout les gens de la maison de disques, le trouvaient bizarre, le trouvaient déstructuré, trouvaient que je chantais pas au bon moment et que je toastais pas au bon moment. Mmh. Enfin, ils comprenaient pas mon délire, quoi. Mmh. Pour, peut-être les plus jeunes, il faut avouer que c'était quand même surprenant parce qu'il y avait le changement Ouais, ouais, ouais. Et c'était de ça rythme et que tout. je trouvais intéressant, Exact, voilà. exact. Et ben, du coup, ça m'amène au fait que, ben, sur cette chanson-là, tu as placé du créole. Ouais, Tu l'as pas tant fait que ça dans ta carrière. c'est vrai. C'était pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené à le faire? Pourquoi peut-être tu ne le fais pas un peu plus? Comment tu te sens? Ben, c'est quoi ton rapport avec le créole? Là, je me suis dit, sur ce morceau-là, je me suis dit, je sais pas pourquoi, je me suis dit, il faut que je place Mmh. un couplet en créole. Le deuxième couplet, pour moi, il était en créole. Je sais pas pourquoi. Maintenant, pourquoi je place pas plus de créole dans mes textes? Parce que je me sens pas forcément. Moi, j'ai grandi à Paris. Mes parents m'interdisaient de parler créole. On Ouais. n'avait pas le droit de parler. Donc, j'ai pas appris le créole. Je le parle pas comme quelqu'un du pays Mmh. ou même comme quelqu'un d'ici qui a grandi avec le Ouais, créole. qui est naturel Donc, de je me sens pas forcément tout le temps légitime, même si quand même je me dis que je vais en placer un peu plus à l'avenir, en fait. OK. Voilà, je vais m'inventer cette légitimité. Bon, je suis antillais, donc forcément quand même. Mais effectivement, c'est un truc qui me travaille, de placer un peu plus de créole dans mes Mmh. textes, vu que, bah, faut savoir que Elle te rend dingue, il y a certaines radios qui voulaient pas passer le morceau à cause du couplet en créole. D'accord. OK. Certaines grandes radios nationales. Mmh. Voilà. Il y Que- avait pas encore les règles où c'est compté comme les chansons en français et tout ça et les quotas, il y avait ouais, pas alors je encore? sais pas ce qui les dérangeait, parce que Ouais. tout le morceau était en français, en fait, hein. La partie en créole prenait pas assez de place pour que le quota français soit flingué. Donc non, je pense pas que c'était ça. Je pense que c'est le côté créole qui les Ouais, tout dérangeait. simplement. Ouais. OK. Mais c'est passé quand même. Ben oui, et c'est devenu, comme on disait, un classique Mm. et on en a parlé en off un peu avant. En 2019 encore, on t'est passé en Guadeloupe où tu l'as chanté, presque une Ouais. dizaine de fois en pull-up, quoi. Donc Ouais, Money Pull Up, c'était un truc. Franchement, c'est une des meilleures soirées que j'ai vécues de toute ma carrière. ah ouais, carrément? C'était ouf. OK. Moi, j'aime la Je proximité. Mmh. Donc, j'ai chanté des fois devant 250 000 Bien personnes. J'ai sûr. fait ça aussi. Mais chanter devant autant de monde aussi proche et Mmh. avoir autant de chaleur, ne plus s'entendre chanter tellement les gens crient, C'est c'était quand même un bon délire. c'était quelque chose. C'est Ouais. pour les spectateurs, c'était au Petit New York, Au Petit New je York. pense en 2019, décembre 2019, un truc comme ça. Et Donc un big up à Leïla. mmh. Voilà. On a mentionné donc du coup, One Shot qui était la BO de Taxi 2. Mhm, Et de mon souvenir, c'était un collectif d'artistes que vous mhm, aviez été rassemblés, je pense par, Akhenaton. mhm. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Donc c'était avant, oui, c'est ça, avant ton troisième album. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Est-ce que vous connaissiez déjà les artistes? Comment ça s'est passé? Encore une fois, je te dis que tu as accompagné un peu en parallèle, moi, ma passion. C'est là où j'ai découvert This Is, je pense. J'ai Mhm, découvert Taïro. mhm. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette époque, de cet album? On se connaissait pas. Moi, je connaissais qu'Akhenaton. On se connaissait Mmh. déjà depuis longtemps. On avait fait quelques projets ensemble déjà. Et donc, on s'est rencontrés à l'occasion de ce projet à Marseille. On a resté 3 semaines à Marseille. D'accord. C'était un peu les colonies de vacances. Mmh. On a bien rigolé, on a un peu travaillé. Accessoirement, on a fait un album. Mais ouais, c'est un bon souvenir. C'était au printemps, c'était à Marseille, donc il faisait beau. On avait tous le vent en poupe. On avait tous envie de faire bien. Donc c'est un bon souvenir. Ouais. Très bon souvenir. Et bah, qui a donné aussi un autre tube, Millénaire, Aussi, où il ouais. y avait tout le monde Mhm. et qui était aussi sur ton album? Oui, on l'a mis par la suite. D'accord, OK, en version de luxe. Du coup, à ce moment-là, donc tu as un album qui a cartonné et la compilation de Taxi 2 qui a cartonné, One Shot. Heu, Comment tu te sens à ce moment-là, artistiquement, personnellement? Comment ça se passe? Bah, artistiquement, je me sens en, quel- en quelque sorte redevable par rapport à la maison de disques Mmh. sur le fait de continuer à faire des tubes. Mais ça me gêne. OK.
Ça me gêne parce que on me fait comprendre que pour enfoncer le clou, il faudra être encore plus large, faire des trucs un peu plus. Donc j'ai essayé, j'ai posé sur quelques instrus. Sauf que quand je les écoutais, j'avais l'impression de me regarder dans une glace et de pas me reconnaître, quoi. OK. Donc c'est jamais sorti, j'ai pas voulu que ça sorte. Et donc en fait j'ai fait Urban Vaudou, qui est un album pas très ouvert, on va pas se Mmh. mentir, Tu t'es fait pas plaisir. très ouvert au niveau grand public, mais un album dans lequel je me suis fait plaisir, ouais. J'ai travaillé avec les gens avec qui je voulais travailler, comme je voulais travailler. C'est vrai que j'avais un petit problème avec la maison de disques, on n'était pas vraiment sur la même longueur d'onde. Donc c'était un album fait d'une manière assez bizarre, dans un esprit assez bizarre. J'avais envie de faire du reggae, la maison de disques ne voulait pas voulait que j'arrête de faire du reggae, plus ou moins. C'était compliqué, on va dire. C'était compliqué. C'était un album de rupture, hein, aussi un peu. OK. Et du coup, ça a été quoi l'accueil, du coup, de cet album-là? Un très bon accueil, un très bon accueil vis-à-vis du public de base. Donc le public qui aime le reggae, même le public hip-hop, hein, qui fait cet album. Euh, un moins bon accueil au niveau grand public. Mais ça me dérangeait pas vraiment, en fait, parce que Mmh. mon expérience grand public était pas folle non plus, quoi. C'est pas un truc qui m'a mis des étoiles dans Ouais. les yeux, tu vois. Je préfère la chaleur humaine, je préfère la proximité, je préfère Et surtout le en faisant la musique que tu préférais, voilà. mmh Je suis pas naïf. Si je voulais vraiment être un artiste mainstream, je ferais autre chose comme musique. On est d'accord. Donc, donc moi, cette musique, je la fais par passion, je la fais par amour. C'est le reggae qui m'a amené à faire de la musique. S'il y avait pas eu le reggae, je ne ferais certainement pas de musique. Donc vraiment, cette musique, c'est une passion, c'est voilà, une obsession. Et sur cet album, Un signe du temps, il y a quand même eu, plusieurs classiques. On a parlé de Elle te rend dingue, Mhm. mais il y a eu, donc on a mentionné Elle danse, il y Trop a peu de eu, temps, Trop peu de temps, unité, Unité. elle vit Donc sa vie. tu as été vraiment, poussé. Du coup, il y a eu pas mal de clips aussi, donc la maison Mhm. de disques t'a vraiment accompagné. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler vraiment de ces succès-là, de cette époque-là aussi et même comment tu le vivais? J'imagine quand on te reconnaissait à Paris, on Mhm. t'arrêtait. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler de ça un peu? Ben, le bon côté, ça a été le fait de relever ce défi de ce Naughty qui ferait jamais de tube. Déjà, ça, Déjà, ouais. c'était le premier truc qui m'a fait plaisir. Et ensuite, forcément, la reconnaissance du travail, ça met toujours du baume au cœur quand les gens te disent, ouais, super morceau, quand t'entends ton morceau qui passe à la radio, qui passe partout, Mmh mh. c'est gratifiant, c'est gratifiant. Et ça, c'est le bon côté. L'argent aussi, c'est le bon côté. Mais le Évidemment. mauvais côté, la pression inutile du succès, les gens qui sont mal polis avec toi dans la rue, tout le côté faux du succès. Tu vois, parce que le succès, on va dire, si on prend, si on l'aborde d'une manière philosophique, c'est tout le temps un peu exagéré. Tout succès musical est un Mmh. peu exagéré, en fait. Et c'est cette exagération-là qui me dérange des fois. Tu vois, le Mmh. fait que ça soit faux, qu'il y ait des gens qui t'encensent mais qui te connaissent à peine, enfin, tout ce côté faux m'a dérangé, en fait. Mais bon, j'étais un peu plus jeune qu'aujourd'hui, donc aujourd'hui, je l'affronterais de manière plus posée et avec plus de recul. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça m'a dérangé. Et j'aimais pas tout ce côté fake, plastique. OK. Tu vois, la télé, les gens qui parlent de toi Mmh. comme s'ils te connaissent depuis je sais pas combien de temps alors qu'ils te connaissent depuis 5 minutes. Mmh mh. Tu vois, tous ces trucs-là, ça m'a un peu saoulé. Mais c'est vrai que la reconnaissance de ton travail, le fait que ça marche, le fait que certains croyaient pas en toi et sont obligés de revoir leur jugement, De tout toucher ça, le c'est public ouais, aussi, tout de ça, de toucher le public, tout ça, c'est gratifiant de monter sur scène et puis et que ça se passe de super. Tout ça, c'est gratifiant. Mais il y a aussi le revers de la médaille. mmh. Bon, qui est gérable, hein, c'est pas non plus, il y a pas non plus de quoi tomber en déprime. Mmh. Est-ce que, tu as, un un ton meilleur souvenir de cette époque, là, peut-être la plus grande scène que tu as pu faire ou des prix aussi puisque tu en as eu? Qu'est-ce que tu as préféré?
Ma plus grande sensation, c'était jouer devant 350 000 personnes OK. un jour de la fête de la musique, place de la République. Mmh. Et c'était pas deux morceaux, c'était un concert d'1 heure et demie. OK. Et d'avoir les gens du début à la fin du concert, ça chantait, imagine quoi. Oui, je peux. T'es sur sous la statue de la République, Mmh. t'es sur scène et tu vois les artères remplies de monde. Et quand ça chante, j'ai jamais Revu ça, revu ça, ressenti. et j'avais jamais vu ça avant et jamais revu ça après. C'était un C'était en moment quelle année? incroyable. C'était je crois en 2003 peut-être, D'accord. 2002, 2003. C'était complètement fou. Ouais, c'est un des plus gros souvenirs. Mais c'était toute une tournée. Donc il y avait des villes où il y avait 40 000 personnes, d'autres 60 000. C'était la folie. Et ouais, ça c'est un pur souvenir. Est-ce qu'en parallèle de ce succès, donc début 2000, il y avait toujours des sons de système et tu pouvais un peu souffler et aller performer en parallèle ou tu avais pas le temps? C'était trop speed? Et puis surtout, il y avait de moins en moins de sons de système. OK, il y en avait déjà moins. Ouais, il y en avait déjà moins. Et nous on n'en faisait plus. Et ça commençait à devenir plus des soirées. OK. Des soirées dancehall. Et puis le dancehall, il a commencé aussi à se jouer ailleurs, dans des discothèques, dans des... Alors en même temps, ça a été la fin des sound systems, mais le début du mainstream pour le dancehall, un peu. OK. Il a commencé à être joué un peu sur toutes les radios, à être beaucoup joué aux Antilles, alors que moi j'ai connu une époque où tu disais dancehall aux Antilles, personne connaissait cette musique, Mmh. tu vois, aux Antilles, hein, je te Ouais, parle. ouais. Donc voilà quoi. OK. Sur, Urban Voodoo, tu as collaboré avec, Féfé et Tiwoni, Ouais. donc des artistes, antillais. Mhm. Est-ce que, tu as beaucoup de liens? Donc alors eux ont un peu participé à cette période, son système, des années 90. Mais Mhm. est-ce que tu as des connexions avec les artistes, caribéens, antillais, francophones? Et comment ça se passe, avec eux, quoi? Est-ce que tu suis? Est-ce que tu es à jour? Bah, je sais qu'ils me connaissent un peu, moi je les Mmh. connais pas tous. Mmh. J'ai pas forcément de rapport avec beaucoup d'artistes antillais. Sly, c'est mon pote, mais c'est Mmh. plus du zouk. Euh, je connais quelques artistes antillais comme ça, mais c'est vraiment vite fait. Sahel, D'accord. tu vois, c'est un gars que je connais aussi un peu. Voilà, Chris, on s'est croisés une ou deux fois, mais non, je suis pas forcément à jour. OK. J'apprécie des artistes des fois sans les connaître, où je vois le nom mais je le retiens pas. Je retiens Mmh. plus la musique que le nom. Mais en tout cas, ce qui se passe là-bas m'intéresse. OK. Et à ce sujet, du coup, après Urban Voodoo, ben là, tu commences à avoir une longue carrière. Heu, Comment tu vois, ben, du coup, l'émergence de, nouveaux courants musicaux, même, en dancehall? Ben, en ce moment, il y a du Chata, il y a du Bouillon, il y a, dancehall Trini. Comment tu vois un peu ces évolutions-là? Est-ce que tu es du genre à te tenir, encore une fois, à jour, même à tenter peut-être? Heu, ou, c'était mieux avant, moi je préfère quand c'est plus posé? Comment tu gères C'était ça? mieux avant, ça dépend comment on voit les choses. Mmh. C'est jamais mieux avant. Toutes les périodes ont leurs inconvénients et leurs défauts. Mmh. Leurs inconvénients et leurs Et avantages. leurs avantages, oui. Comme pour le reggaeton, le chata, au début, j'aimais pas. Mmh. Parce que je trouvais ça un peu trop sommaire. Mais souvent, il suffit qu'un gars qui a du talent s'en empare et fasse quelque chose d'un peu plus structuré, d'un peu plus pro, en fait. Mmh. Et là, ça commence à être intéressant. Ça m'a fait ça avec le reggaeton aussi. Le reggaeton, au début, c'était vraiment pas mon truc. Et petit à petit, j'ai trouvé des trucs vraiment que j'aimais beaucoup. Et le chata, ça commence à faire ça. Au début, j'aimais pas trop. Et là, plus j'écoute, plus j'entends des trucs, ouais, qui commencent à me parler. Mmh. Donc, petit à petit, ces musiques-là font leur nid. Mmh. C'est pas exclu du coup que, si Rien n'est une jamais prod exclu en musique. Voilà, la musique, c'est quelque chose de très étonnant et qui, on sait d'où elle part, on sait jamais où elle mmh atterrit. et bah, du coup, ça nous amène un peu sur, ben, des possibles, collaborations. Ben, il y a des artistes, mais qui sont devenus big comme, Kalash, Maureen, Meryl sur des genres musicaux. Est-ce que, ceux-là, tu regardes un peu ce qui se passe? Bien sûr, ouais. Est-ce que tu es sollicité aussi? Puisque maintenant, Par ces peut-être gens-là? tu ouais, par ces gens-là ou Non. d'autres, hein?
Non, pas spécialement, mais je suis. Mhm. Je regarde les clips, je vois ce qui se fait. Et tu as pas la démarche de te dire, ah, peut-être je devrais aller voir bah, les plus jeunes qui font du dancehall pour mettre sur ton nouvel album, des choses comme ça? J'ai pas eu cette démarche-là sur l'album en cours, mais ça pourrait venir. Ok. Et bah, du coup, on arrive du coup à... non, on a sauté ton avant-dernier album. Du coup, Mhm. est-ce que tu peux bah, nous en parler un peu? Ensuite, on va revenir sur Tribulation. Alors l'avant-dernier album, c'est un album que j'ai fait en totale indépendance, D'accord. avec juste un distributeur et Après ta rien d'autre. rupture Après avec ma le rupture label. avec de label, Ouais. ouais. Il fallait que je me prouve à moi-même que j'étais capable de faire un album Mhm. tout seul. Donc j'ai fait Mr. Reggae Music. Euh, Finalement, ça s'est plutôt pas trop mal passé pour le peu de moyens qu'il y avait, pour le peu de moyens que j'y ai mis. Mhm. J'ai mis des moyens humains, mais financiers, c'était plus compliqué, on va dire. Donc ça s'est plutôt pas mal passé, Mhm. on va dire. Et il faut aussi, ce dont on n'a pas parlé, c'est que même si parfois tes albums sont espacés, tu es pratiquement toujours sur scène. Voilà, je Tu fais fais, beaucoup de tu... concerts, et moi, le nerf de la guerre chez moi, c'est vraiment la scène. Mhm. Et voilà, quoi, toutes les périodes où je fais pas d'album, en général, je suis sur scène. Mhm. Et le monde entier, tu as des zones de prédilection, On je peut sais dire le pas. monde entier, dans le Mhm. sens où il y a le Pacifique, il y a les Antilles, il y a Mhm. l'Afrique, Nouvelle-Calédonie, etc. Donc, et puis beaucoup la France, partout en France, Belgique, Suisse. Est-ce qu'il y a Et pas toujours, assez le Canada. Le Canada, est-ce qu'il y a toujours aussi une culture, une vie des sons de système en France, du coup? il y a une vie des sons de système, elle est très différente de ce qu'elle était avant. Mhm. Maintenant, les sound systems, c'est plus une niche. Ça concerne vraiment des passionnés, des fans. Et il n'y a plus de session DJ dans les sound systems. C'est Mhm. vraiment que le sélecteur qui s'exprime. Donc, D'accord. il joue ce qu'on appelle des doublets, c'est-à-dire des morceaux enregistrés spécialement pour la soirée. Et, euh, et c'est vraiment très spé, en fait. Mhm. On joue les dernières nouveautés dancehall, vraiment dancehall. Voilà, c'est pas les trucs qui passent à la radio, quoi. Mhm. Donc c'est un truc de passionné. Ok. Et du coup, c'est plutôt en festival et tout ça que En le festival, il y reggae. a des sound systems qui jouent, mais c'est plutôt en soirée, en sound system. Ok. Après, c'est vrai qu'il y en a partout en France, mais on n'en entend pas assez parler parce que ça reste quand même très cloisonné. Ok. Ouais. Ok. Du coup, ça nous amène à ton dernier album, Tribulation. Mhm. Euh, Comment tu l'as préparé? Aussi bien toi, ben, comment tu te sentais en le préparant, en sortant du coup d'une période d'indépendance? Et musicalement, qu'est-ce que tu as voulu amener, partager? Comment tu l'as préparé? Bah, il est toujours en indé, cet album, D'accord? il est toujours Ok. en indé, mais là, j'ai pu m'entourer, en D'accord. fait. Donc, je suis en partenariat avec Pias. Mhm. Bon, en gros, pour ceux qui connaissent, c'est une licence. Mhm. Et, donc, l'album, en fait, je l'ai préparé un peu en dilettante parce que j'avais beaucoup de concerts. Donc, ça a pris à peu près 5-6 ans D'accord, quand même. voilà, en enregistrant un morceau par-ci, un morceau par-là, Mhm. en ayant de longues périodes sans enregistrer aussi. Et donc je l'ai enregistré sans pression, sans deadline, tranquillement. Mhm. Et quand j'ai estimé que j'avais assez de morceaux pour constituer un album solide, ben voilà. Du coup, j'allais te demander comment tu étais en termes de productivité, mais du coup, c'est Ouais, sur tranquille. la... Voilà. Ok. À la Mhm. tranquille. Et qu'est-ce que tu as voulu raconter du coup? Et est-ce que le titre de l'album ben, vient de ce fait que tu as sûrement eu des pauses, tu tournais, tu... C'est un titre un peu général qui parle aussi de la vie. Mhm. La vie est une tribulation avec des hauts, des bas. C'est les hauts, les bas d'ailleurs Qui rendent ça intéressant, on va dire. exactement, voilà. Et cet album aussi, il y a eu des hauts, des bas. Il y a eu des moments où on s'est dit, wow, c'est un peu relou, et puis des moments où on était super enthousiaste. Donc Tribulations. Ok. Euh, on y retrouve musicalement beaucoup de reggae, toujours. Tu t'es Toujours fait beaucoup de plaisir. reggae,
toujours beaucoup de reggae, du rub-a-dub. Mmh. Le rub-a-dub, à chaque fois, je dois le rappeler, qui est l'ancêtre du dancehall. Un peu de dancehall aussi, et puis il y a un peu de fraîcheur aussi, des morceaux un petit peu modernes, avec une touche un peu moderne. Voilà, c'est du Nutty. Est-ce que tu peux nous parler du coup de tes invités sur Alors, l'album? les invités de l'album, il y a Kabaka Pyramide, avec qui on a fait le morceau qui s'appelle Ego, qui marche pas trop mal, qui tourne pas trop mal. Il y a LMK, Pinchers, Qui est LMK qui est une jeune artiste pour le une coup? jeune artiste très talentueuse, qui vient aussi de cette école-là. Et on va dire qu'elle vient plus d'une école raga hip-hop. Voilà, OK, elle a un pied dans le hip-hop, un pied dans le raga, dans le dancehall. Pinchers, qui est une légende du rub-a-dub, d'accord. donc du dancehall. Beenie Man, pas besoin de le Pas présenter, je besoin, pense. tout le monde connaît, je pense, mais Qui joue Chilla, bien sûr, Chilla. Chilla, qui est une artiste, une chanteuse maintenant, mmh. chanteuse très talentueuse, qui vient aussi de ce sérail-là, mais qui est plus axée sur le chant. Et donc, il y a un feat aussi avec King Kong. D'ailleurs, c'est lui qui m'a permis d'avoir Beenie Man. OK, Donc, King Kong, qui est aussi une légende du dancehall et du rub-a-dub jamaïcain, mais lui, il était plus basé à Londres. Et non, vraiment, c'est Pincher, c'est lui, et Beenie Man, bien sûr. Mais Pincher, c'est lui, sont plus anciens que Beenie Man encore. OK, Tu vois, ils sont plus vieux que Beenie Man. Donc, c'est vraiment des légendes du genre, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment des gros noms. OK, Et, et voilà, je suis très fier de les avoir. OK. Heu, Aujourd'hui, la musique, c'est aussi beaucoup de data, de streaming et cetera. Comment toi tu vis ça? Puisque tu as connu, ben, déjà l'époque où c'était la musique, du son de système. Ensuite, tu as eu, connu, l'époque des CD, vinyles et en plus avec du succès. Comment tu vois aujourd'hui où c'est très, streaming, ce n'est plus les CD en main, c'est plus matériel. Comment tu te sens? Est-ce que tu t'es adapté, c'est comme ça et tu gères ou, tu as un peu du mal? Faut communiquer sur les réseaux sociaux, heu, comment tu gères ça? Je suis pas le roi des réseaux sociaux, on va Mmh. pas se mentir. C'est pas ma génération, mais je m'adapte. Mmh. Je m'adapte. C'est vrai qu'on est passé du CD au digital. Bon, c'est autre chose. Il faut s'adapter. C'est une autre manière de consommer. Si on veut continuer à faire de la musique, il faut s'adapter. Mmh. Donc, pas le choix, en fait. Et ben, est-ce que tu t'es formé pour suivre, ben, du coup, surtout si tu me dis que c'est en indépendant, ben, voir, Mhm. tes stats? Ou est-ce que tu as des auditeurs pour, démarcher pour aller Oui, je travaille pas tout chanter? seul. Je D'accord. travaille pas tout seul. Je suis un peu entouré, mais ouais, c'est vrai qu'à la base, c'est pas mon truc. Mmh. Donc, oui, il y a un community manager, il y a des gens qui s'occupent D'accord, de ça. Donc, OK. ça va. On te force un peu à faire les Ouais, stories, ouais, rappel ouais, de voilà. On me rappelle que je communique pas assez, que je fais pas assez de vidéos pour les réseaux sociaux, que, mmh, etc., etc. Mais bon, écoute, on se force, on fait des efforts, voilà. OK. Et là, au moment où on tourne, on est environ, 2 semaines après la sortie. C'est Mhm. quoi comment tu trouves déjà l'accueil, déjà, dans cette première période? Bah, super accueil. Mmh. Franchement, super accueil. Ton public t'a attendu? Ouais, et surtout, est satisfait. Mmh. Parce que on me demandait depuis longtemps, alors, quand est-ce que sort le nouvel album, etc., etc. Donc, j'avais peur de décevoir, bien sûr. Et bah, apparemment, ça va, ça se passe bien. Donc pour l'instant, ça roule. Super OK. content, il y a des bons retours. Il y a des dates qui s'annoncent, va y avoir de l'actualité encore Mmh. après. Il suffit pas de faire un album, hein, de nos jours, il Mmh. faut le nourrir. On Donc on voilà. on en profite, on tourne à la place actuellement et tu as une date le Une 6 date décembre? ici même, le 6 décembre. OK. Donc faut être là. À l'écoute de l'album, moi, je me suis posé une petite question. Donc moi, je suis très rap français Mmh. et il y a souvent eu, des invités ou des connexions entre toi et le rap français depuis, ouais, depuis La Haine, Mmh. plusieurs, collaborations avec Akhenaton, Oxmo sur Urban Voodoo, Mmh. One Shot évidemment. Là, ça t'a pas intéressé? Tu t'es un peu éloigné du rap français?
Moi, je suis resté à ma place, hein, je me suis Mmh. éloigné de rien du tout, de rien du tout. C'est plutôt le rap français qui s'est diversifié Mmh. et qui s'est transformé, on va dire. Donc, C'est pas c'est plus faux. du tout les mêmes interlocuteurs, c'est plus la même mentalité. Beaucoup de rappeurs sont des starlettes maintenant et se rendent inaccessibles. Bon, bref. Euh, Tu voulu contacter du monde quand même ou même pas essayé? non, j'ai pas trop essayé Mmh. parce que ça me paraît un peu trop lointain. OK. Donc, C'est pas mais ça, naturel et donc du voilà, coup c'est pas naturel. Euh, du coup, ça le fait pas, quoi. mmh, Et je pense que même vis-à-vis d'eux, si c'est pas naturel, ça le fera pas pour eux non plus. bien sûr, ça reste Donc de la il y a, musique, donc il faut qu'il y ait voilà, une alchimie. faut qu'il y ait une alchimie. Et mais peut-être que ça va venir, hein, peut-être que Mmh. ça va venir. Moi, je suis pas fermé. J'aime la musique, j'aime les échanges, j'aime la bonne musique, j'aime faire de la bonne musique. Et moi, déjà, ça suffit pour faire un feat pour moi. OK, Donc voilà. OK. Enfin, on a mentionné, ton show la dernière fois en Guadeloupe. Est-ce que vous avez prévu, dans la tournée de passer aux Antilles? Ouais, j'espère. Ouais, 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 Ouais. ouais, ouais. Pas encore validé, mais ça C'est pas c'est encore travaillé. validé, mais c'est dans les tiroirs, en tout cas. D'accord, ça marche. Netsy, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être que tu aurais aimé rajouter? Non, rien de spécial. Mmh. Rien Donc de on spécial. rappelle, ton album, est sorti très récemment, qui s'appelle Tribulation, Mhm. qui est disponible partout, sur toutes les plateformes. Merci à vous et merci à toi. Merci. Luxy Moore, #1, you heard me? Boss.